Alors, bonjour et bienvenue à cette séance, un séminaire donc, où nous allons discuter des formations des dirigeants. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde de la gestion est traversé par de nouveaux enjeux. Or, les écoles de gestion s'y adaptent. Les écoles de gestion même deviennent de plus en plus proactives pour mieux former les dirigeants. Et c'est ce thème auquel nous allons consacrer donc la prochaine heure avec deux invités. Tout d'abord, Tamim Abdesemed, qui est doyen à Excelia Business School, qui notamment a des campus à La Rochelle et à Tours, ainsi que Lova Ramboarisata, professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole tout d'abord au professeur Tamim Abdesemed et ensuite prendra la parole Lova Ramboarisata. Donc, effectivement, j'ai voulu vous donner une perspective concernant les écoles de management françaises qui sont saisies par cet impact, par cet impératif d'impact de manière effectivement très significative avec une véritable accélération et je voudrais partager avec vous quelques réflexions. Je vais essayer de structurer mon propos en trois temps. Auparavant, je voudrais quand même juste peut-être redire un peu le périmètre. On s'occupe de la formation des dirigeants vu par le spectre des grandes écoles de management françaises. Ça signifie qu'on parlera là principalement de l'expérience des écoles de management françaises. Il y en a environ 40 qui sont membres de la conférence des grandes écoles et dont le diplôme principal, chez nous, qu'on appelle dans notre jargon le diplôme grande école, confère le grade de master. Bon, comme vous le savez, le système universitaire français est un système complexe, pas compliqué, mais complexe. On pourra retrouver à la fois des institutions évidemment universitaires, des universités, des grandes écoles, des écoles complètement indépendantes, mais également des organismes de formation, des organismes de recherche plus généralement. Et puis il y a un deuxième distinguo qui sont les écoles finalement les publiques, un distinguo par le statut, et des écoles privées, donc non universitaires, et un troisième secteur qu'on appelle les ESPIC, les établissements d'intérêt général, en fait, qui sont des établissements finalement hors du champ des universités classiques, mais qui sont reconnus d'intérêt général selon une procédure élaborée par le ministère français à une évaluation par l'Agence de l'enseignement supérieur et qui consacre ce tiers secteur avec des obligations qui sont un petit peu différentes. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Excelia, d'ailleurs, dont je suis le doyen de la Business School, est un des 64 établissements de ce type. Voilà, donc mon périmètre, ça va être bien cela. Alors, la première chose que je voulais dire, les 3 points, c'est qu'on ne part pas évidemment de rien. Il y a eu une histoire cumulée depuis plusieurs années d'un certain nombre d'évolutions relativement majeures et qu'il convient d'avoir en tête de la part évidemment de ce secteur. Deuxièmement, nous assistons effectivement à un véritable point d'inflexion, j'y reviendrai, parce que les choses effectivement s'accélèrent et elles s'accélèrent vite, ne serait-ce que les 2 dernières années. Et j'essaierai de montrer que face à cette accélération, les grandes écoles françaises de management réagissent finalement un peu comme elles ont toujours su le faire, d'une part avec une logique coopérative forte, un peu comme un GIE, il y a des choses qu'elles embrassent en commun, et en même temps des choses qu'elles embrassent dans une logique assez compétitive puisqu'elles se saisissent de ces questions sur cet ordre-là, ce qui nous permettra de voir que c'est finalement une approche assez coopétitive d'une certaine manière. Alors, si je reprends rapidement ces quelques points. D'abord, nous ne partons pas effectivement de rien, car bien des choses ont été faites dans l'enseignement supérieur français sur le sujet de la RSE et de la transition écologique, même si aujourd'hui on peut trouver que le rythme rétrospectivement a été lent. Et en fait, dans cette évolution, je voudrais quand même souligner que les grandes écoles de management, qui sont nées autour de cette idée finalement d'une cofabrication des dirigeants avec le monde auquel elles destinent, par opposition à une fabrication, enfin à une éclosion juste universitaire de leur modèle, eh bien elles ont été assez précurseurs. Alors je crois qu'au Québec, on a le droit de dire précurseuses. Je crois qu'on a le droit de le dire comme ça. Donc je suis québécois aujourd'hui de cœur avec vous, donc je me permets aussi votre référentiel linguistique et culturel. Donc elles ont été précurseuses. Alors la première chose, c'est que vous savez que les référentiels
internationaux d'accréditation se sont saisis aussi de ces questions de RSE et d'impact. C'est vrai de l'EFMD, c'est vrai de ACSB, c'est vrai chez nous de l'HCERS. Et comme vous le savez peut-être, nous, institutions françaises, nous sommes un peu les champions du monde des accréditations et des concours. Donc, nous en avons plusieurs et donc nous avons fait face à des injonctions très fortes de l'ensemble de ces systèmes d'accréditation. Et la plus nationale d'entre elles, celle par le HCERS dont je parlais tout à l'heure, l'Agence d'évaluation de l'enseignement supérieur, eh bien, a intégré des référentiels extrêmement précis sur le développement durable, la transition écologique et la responsabilité sociale des entreprises, et donc la responsabilité sociale des institutions éducatives, avec des choses qui ont différentes dimensions, notre inscription dans le territoire, notre contribution à la dynamique territoriale et au développement économique, notre contribution à l'éducation pour tous. Donc voilà, sur plein de sujets, eh bien, il faut être clair, nous avons des référentiels qui sont les référentiels classiques qui s'adressent à l'enseignement supérieur, qui ont pris en compte ces dimensions de manière extrêmement volontariste. Deuxièmement, alors ça c'est un peu la partie exogène, voilà, nos instances nous bousculent, prenant elles-mêmes le train en marche. La deuxième chose, c'est que de manière endogène, les institutions, la conférence des grandes écoles d'un côté, qui regroupe l'ensemble des écoles de management, mais aussi d'ingénieurs, les écoles de sciences politiques, les écoles également militaires, qui finalement partagent ce concept, la conférence des présidents d'universités, ce qu'on appelle France Université maintenant, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la transition écologique ont fait évoluer aussi, ont fait produire un label, une labellisation qui s'appelle labellisation DDRSE, donc très spécifique, et qui a associé également des représentants des étudiants et des associations de la société civile. Donc un grand travail qui a été engagé dès 2009 pour mettre en place un référentiel spécifique à ces questions-là, qui se rajoute évidemment au référentiel de l'enseignement supérieur et qui sert jusqu'à aujourd'hui de référence. Dans les institutions aujourd'hui labellisées, il y a toute une procédure. Eh bien, il y a bien sûr des écoles d'ingénieurs, il y a des universités, mais on retrouve au moins 6 ou 7 grandes écoles de management qui ont finalement pris ce tournant. La troisième chose que je voulais dire, s'agissant de ce constat que nous ne partons pas de rien, c'est qu'on a quand même dans l'ensemble, dans nos milieux, des écoles dont le placement, à la fin de la scolarité de nos futurs dirigeants, de nos jeunes cadres, c'est particulièrement verdi. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, juste du chiffre clé que je dois avoir là, on considère aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ce chiffre est un chiffre agrégé de la conférence des grandes écoles, donc pas seulement les écoles de management. 23,4% des postes ont une dimension RSE à la fin de la scolarité. C'est quand même une tendance lourde. 18,1% pour les ingénieurs, pour les managers, 33%, pour les autres spécialités, 22,9%. Ça vous donne un ordre de grandeur. Et dans ces postes, 84,7%, c'est la dernière étude nationale qui est menée chaque année par la conférence des grandes écoles, sont des postes liés à l'environnement. Et si on s'intéresse ensuite à la perception des jeunes, eh bien, 63,3% des jeunes qui viennent d'être diplômés et qui sont recrutés dans ces postes liés à l'environnement disent avoir acquis les compétences en matière de transformation environnementale, des compétences utiles pour occuper ces emplois. Alors, c'est un peu plus fort pour les ingénieurs, 67,7, parce que probablement que la dimension, en tout cas dans la perception environnement, a une dimension peut-être technique qui paraît plus forte. Les managers à 58%. Donc, en fait, on a un placement qui, effectivement, est le révélateur de ces préoccupations. Nos étudiants et nos diplômés se placent donc là où les enjeux de transformation sont en train d'être sollicités dans les organisations. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire sur le fait qu'on ne part pas de loin, c'est qu'on pourrait croire qu'avec tous ces référentiels et ces évolutions, c'est finalement, on le fait parce qu'on y est obligé, d'une part, et on le fait parce que c'est dans des référentiels, comme si l'enseignement supérieur ne savait pas se mouvoir autrement que par impulsion exogène. Ben, en réalité, là où on pourrait s'attendre à ce que les écoles le fassent un peu de la même manière, avec une forme de mimétisme ou d'isomorphisme, comme diraient les stratèges, ben, en réalité, c'est assez différent. Je vais prendre 3 exemples parce que je les connais, qui n'ont pas vocation à être, limitatifs, mais par exemple, HEC s'est engagé il y a quelques années dans une démarche assez volontariste avec la création d'un centre très original qui s'appelle un centre Society and Organization, liant clairement ces enjeux à des enjeux de société, pas simplement de management,
pour réunir autour d'eux des enseignants-chercheurs, mais aussi effectivement des initiatives citoyennes et également des entreprises autour des enjeux effectivement de transformation. C'est un institut interdisciplinaire qui casse pratiquement tous les codes de la classification académique traditionnelle. Voilà une manifestation. À l'autre bout, par exemple, on peut voir, je connais une école pour avoir siégé dans son comité scientifique qui s'appelle l'ESDES, qui est à Lyon, qui a fait de son centre de recherche un Institute of Sustainable Business and Organization, assumant clairement que l'ensemble de sa dynamique de recherche devait être orienté vers ces enjeux prioritaires avec évidemment les codes habituels des disciplines de management. Autre exemple, Excelia a été justement assez précurseur il y a une trentaine d'années, au moment où on parlait assez peu de ces questions, en imaginant des dispositifs pédagogiques qui s'appellent Humacité et Climacité, qui sont des dispositifs qui placent d'emblée l'ensemble des étudiants de tous les programmes dans des missions humanitaires, ou aujourd'hui des missions dites Climacité, qui, elles, sont des missions qui ont pour objectif de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, d'interagir avec leur formation, et en même temps, de commencer à faire d'eux des pourvoyeurs de solutions à leur petit niveau. C'était assez précurseur à l'époque. De la même manière, Excelia a choisi aujourd'hui de monter un comité des parties prenantes où justement, on n'abordera plus ces questions de transition écologique du simple point de vue d'une école qui mue et qui fait ce qu'il faut, mais en interaction avec l'ensemble des parties prenantes de son environnement pour justement dire que notre contribution, elle sera systémique ou elle ne sera pas. Sinon, au bout d'un moment, on ne bouge pas les lignes. Donc, vous voyez, c'est assez frappant de constater qu'on ne part pas de rien et qu'on part avec des choix assez différenciés selon les établissements. Donc, par logique, qui n'est pas simplement exogène, mais aussi par logique de motivation endogène, en donnant finalement à la forme d'engagement des institutions une forme propre. On reviendra sur cela, mais en tout cas, j'allais dire, l'époque de la sensibilisation était assez forte. Deuxième point de mon propos, nous assistons à une véritable accélération très forte en France sur ces problématiques de transition écologique et sociétale. Je vais essayer d'en donner un ou deux exemples, parce qu'effectivement, on a le sentiment maintenant que les choses vont encore plus vite qu'on ne le pensait. Quelques exemples. Eh bien, récemment, la ministre de l'Enseignement supérieur, pas l'actuelle, mais celle du gouvernement précédent, avait commandé à Jean Jouzel, donc un paléoclimatologue, tout un travail en profondeur pour voir comment l'enseignement supérieur devait se doter effectivement d'enjeux de transformation beaucoup plus lourds, notamment sur les connaissances nécessaires à nos jeunes pour justement affronter cette transition écologique de manière beaucoup plus volontariste et justement avoir un impact plus fort de la formation sur les esprits, les mentalités et donc la capacité à agir. Et donc, ce rapport a été remis, il a été produit par Jean Jouzel, mais également en lien avec Luc Abadi, qui est le directeur de l'Institut de la transition environnementale, pour produire une réflexion monumentale qui a été effectivement rendue publique en mai 2022, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, avec toute une série de dimensions dont je vous passe différents volets, dont je vous passe le détail, mais en tous les cas, qui a fait de cette injonction une véritable injonction obligatoire. C'est-à-dire qu'on est passé à un stade supérieur en disant, voilà, le sujet devient obligatoire dans l'enseignement supérieur pour tous, un peu plus. Et dans la foulée, un grand colloque a eu lieu à l'automne où justement les propositions du rapport Jouzel ont été proposées sur l'adaptation évidemment des enseignements, sur la propre pratique également de décarbonation des institutions. Et le grand suivant, c'est qu'il y a quelques jours, avant même que je n'arrive, je revenais dans l'avion, c'était le 2 février ou le 3 février, eh bien, le ministère de l'Enseignement supérieur a sorti son plan climat, biodiversité et transition écologique avec un certain nombre d'indicateurs s'inspirant du rapport Jouzel, 4 ou 5 dimensions nouvelles sur, bien sûr, la sensibilisation, la production de connaissances et d'innovations de rupture porteuses de solutions. Vous voyez, là aussi, le langage change, les évolutions changent. La mobilisation de l'expertise scientifique en appui aux politiques publiques, c'est une nouveauté. Le renforcement des avancées scientifiques pour conforter le dialogue entre science et société et s'engager activement dans la transition bas carbone et la réduction de l'impact environnemental des institutions dont on parle. Et avec cela, des jalons, des indicateurs et un corollaire, eh bien, la contractualisation qui se fera avec les établissements d'enseignement supérieur quand ils sont publics ou quand ils sont ESPIG comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à avoir un intérêt général, même si statutairement ils sont privés, eh bien, il y aura un volet clairement identifié sur cet aspect-là avec cet impératif.
Ça, c'est le premier volet. Ça bouge extrêmement vite sur l'institutionnel, ça devient concret, ça mesure. Quand on mesure, c'est que l'époque change. Ça bouge sur un autre volet, c'est que nous sommes dans le même temps interpellés par nos jeunes et par nos futurs diplômés. Il y a eu deux grands moments symboliques en France dans ce domaine-là. C'est une cérémonie célèbre de remise de diplôme des étudiants de l'Institut Agro-Tech, puis ensuite une cérémonie, ça c'était en mai, et en juin c'était celle de l'HEC, où effectivement, eh bien, dans les discours institutionnels, où il est à l'origine prévu qu'on soit de bon ton et relativement politiquement correct, eh bien, ces jeunes ont commencé effectivement à interpeller le parterre d'institutionnels devant eux, y compris les entreprises classiques, eh bien, en les mettant face finalement une forme de contradiction. Enfin, comment pouvons-nous aujourd'hui continuer à exercer dans des entreprises traditionnelles, dans des métiers traditionnels, face à l'urgence climatique dans laquelle on se trouve? Alors évidemment, c'est peut-être l'objet effectivement ensuite de reprise ou de polémique, mais en tout cas, c'est suffisamment, c'est comment dire, un point d'inflexion suffisamment fort pour mériter d'être souligné, qui veut dire qu'on est aujourd'hui bousculé par nos apprenants eux-mêmes dans ce souci effectivement d'impact. Voilà. Mais voilà, il faut quand même le noter parce que c'est une vraie révolution. Alors, tout ça me fait caractériser cette période qu'on vit, comme on a été, nous, école de management, en général nés dans le réseau consulaire, proche des milieux d'affaires et qui aujourd'hui, finalement, se sont beaucoup académisés. On avait eu un tournant qui était ce fameux académique drift où on a su devenir universitaire pour conjuguer l'universitaire à l'applicatif. Bon, on oppose souvent ces deux. Or, en réalité, il y a dans notre vie académique le temps des deux, qu'on le veuille ou non. Après, on l'articule plus ou moins comme on veut. Mais maintenant, on en a un autre qui est vraiment l'impact drift. On est saisi par une vraie transition majeure sur ce sujet. Et enfin, alors comment nos écoles de management, habituées à être agiles, habituées à prendre les tournants et habituées à préparer au tournant du monde professionnel traversé par les enjeux de société, comment on réagit? Là aussi, je vais citer deux exemples qui me semblent assez révélateurs de ce changement de période. La première chose, c'est qu'on a tendance à réagir en coopération. La conférence des directeurs des écoles de management, qui regroupe spécifiquement les directeurs d'écoles de management de la conférence des grandes écoles, donc ils sont à peu près 38, a clairement aujourd'hui mis en place une commission diversité qui travaille sur deux volets, le volet plus inclusif, le handicap, l'égalité homme-femme, les enjeux sociétaux, et puis le volet environnemental, avec effectivement une commission qui travaille à des réflexions sur les préconisations. Et alors, ce qui est assez symptomatique, c'est que Bruno Nel, d'ailleurs le directeur général du groupe Excelia et le président de cette commission de diversité, et le cahier des charges qui a été donné, c'est justement d'avoir une démarche originale pour définir le socle de compétences nécessaires, et notamment le socle de compétences scientifiques nécessaires à des managers, et en lien avec ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la CEFDG, l'instance d'évaluation en fait, des formations en management, qui ne sont pas universitaires, mais qui relèvent du monde non universitaire, donc dit privé, eh bien, ce travail se fait en lien. C'est-à-dire que, finalement, la conférence des directeurs et l'instance d'évaluation des formations travaillent ensemble pour déplacer le référentiel, l'établir, le stabiliser et servir d'opération pilote à une approche plus générale de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est fait tout à fait en mode coopératif, c'est-à-dire qu'on se donne des injonctions très fortes. Voilà, moi, je vais vous donner un exemple. Avec Célia, en tant que doyen, je suis bousculé moi-même par mes propres méthodes, c'est-à-dire que là où j'étais clairement dans un monde où l'année dernière, mes comités de révision de programme avaient imaginé les programmes de l'année prochaine, cette année, je suis obligé de fonctionner en circuit court et on a décidé nous-mêmes de ramener effectivement nos exigences de transformation immédiatement, voilà, quitte à avoir des processus de révision de programme plus entrepreneuriaux, plus accélérés. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que par ailleurs, on réagit aussi en compétition, puisque aujourd'hui, des classements des écoles les plus engagées dans la transition écologique font leur apparition, segmentent les écoles, et pour la première fois, ces classements, il y en a un qui est particulier, qui s'appelle les EcoStart, qui est sorti cette année pour la deuxième fois. Volontairement, ces classements prennent en compte des dimensions différentes, prennent par exemple pour parti de ne pas retenir le salaire comme à la sortie, comme un indicateur. Tiens, incroyable, on en aurait rêvé, on ne l'aurait jamais fait. Deux, de ne pas forcément prendre les accréditations internationales comme critère immédiat. Voilà,
Ça peut être traité ensuite, mais ce n'est pas un critère immédiat. Donc, resegmentant finalement la manière de travailler l'analyse et le classement. Et donc, voilà, un certain nombre d'institutions sont classées. Cette année, Excelia a la chance de figurer à la 4e place de ce classement parce que c'est le résultat, encore une fois, de 30 années de travail. Mais tout ça pour vous dire que dans une logique habituelle, eh bien, nos institutions, à un moment ou à un autre, sont dans des démarches compétitives et donc prennent l'enjeu comme un élément, effectivement, d'attractivité, de renouvellement de leur stratégie à un rythme, on espère, qui sera meilleur et plus porteur que celui, évidemment, du concurrent. Mais qu'importe, la logique coopérative comme la logique compétitive eh bien, produit finalement des transformations et des points d'inflexion dont tout concourt à dire qui sont beaucoup plus majeurs qu'ils ne l'étaient auparavant. Alors, je finirai par là en disant, donc voilà, donc on est bien dans une époque où ça s'emballe vite, ça réagit sous stimulation extérieure, ça réagit sous stimulation endogène, ça réagit en coopératif, ça réagit en compétitif. Bon, peut-être que les questions, moi, qui me semblent intéressantes, peut-être, et qui sont, à mon avis, encore sur l'agenda, c'est peut-être les 2 ou 3 questions suivantes. Peut-être un peu le travail sur le paradigme, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, est-ce que tout cela, ce ne sont pas des changements que l'on imagine ou qu'on configure avec les catégories habituelles de raisonnement qu'on a toujours eues. Et donc, on verdit, chacun dépend de notre chaîne de valeur en essayant d'accélérer. Mais est-ce que, précisément, une réflexion sur le paradigme est nécessaire? On a des trublions qui nous disent, est-ce que les catégories habituelles de la science économique, qui finalement ne modélisent pas, par exemple, les ressources de la planète dans les raisonnements, enfin, si à un moment ou à un autre, on ne fait pas bouger ça, est-ce que ce n'est pas l'ensemble du raisonnement qui devient plutôt une approche palliative qu'une approche effectivement systémique du problème? La deuxième chose, est-ce qu'on a poussé assez loin? Alors, je le dis ici dans une enceinte où j'imagine qu'on a été souvent préoccupé de cela. Est-ce qu'on va assez loin dans la discussion un peu éthique que pose cette transformation majeure? Et est-ce qu'on peut faire l'impasse sur des fondements éthiques revisités? Moi, mon rêve, c'est que, comme les financiers ont su inventer la net present value, si on pouvait actualiser ce que l'on fait aujourd'hui, des dégâts que l'on pourrait créer demain en faisant ce qu'on fait, peut-être qu'on pourrait avoir une appréhension certes rationnelle, mais un peu plus fondée de nos agissements. En tous les cas, il y a un travail probablement là-dessus. La troisième chose qui me semble importante, c'est que probablement, nous, dans le modèle grande école, nous avons mis sur l'agenda, mais nous devrons le faire peut-être plus en accéléré, c'est travailler davantage aussi avec les entreprises auxquelles on prépare, parce que finalement, on resterait quand même un peu sur cette idée qu'on va mieux préparer nos jeunes à embrasser les transformations du monde de l'entreprise et donc la manière dont lui-même se saisit de ces enjeux. Mais est-ce qu'on prépare nos jeunes à inventer un monde de l'entreprise qui prenne en compte ces enjeux dès l'origine et donc qui concourrait à construire un ordre social, pour dire un peu pompeusement, social et économique un peu nouveau, de nature à faire face aux enjeux, au côté incommensurable des enjeux auxquels on fait face. Probablement que c'est un terrain sur lesquels, mais c'est un terrain difficile parce qu'il bouscule un peu les catégories habituelles de notre fonctionnement académique. Est-ce qu'on y est prêt? Moi, je pense qu'on n'aura pas le choix. Mais c'est un sujet, à mon avis, qui reste sur l'agenda. Et enfin, ce qui me semble aussi intéressant à avoir en tête, c'est que jusque-là, l'enseignement supérieur et la recherche a été traité peut-être comme un secteur qui lui-même prend en compte la transformation écologique et sociétale. Alors certes, aujourd'hui, avec une logique d'impact renforcée, avec une logique de transformation accélérée, ce qu'on vient de voir, mais est-ce que c'est un secteur comme un autre qui a besoin lui-même d'assurer sa transition, ou est-ce qu'on considère que c'est un secteur qui irrigue tous les autres parce qu'il fabrique justement nos schémas de pensée, il fonctionne, il structure nos raisonnements? Je pense que là-dessus, il faut qu'on soit capable de réfléchir un petit peu autrement parce que justement, ce secteur et donc ce qu'il induit, c'est-à-dire les modes de pensée, les modes de réflexion, les pratiques, a évidemment un pouvoir d'irrigation plus fort sur l'ensemble des autres secteurs. Donc, il ne peut pas avoir la même injonction de transformation que n'importe quel secteur anodin. Alors, bonjour.
Merci beaucoup de cette présentation, Tamim. Alors moi, on m'a attribué le rôle de discutante. Merci beaucoup à Corinne de cette invitation-là. Habituellement, être discutant, c'est réagir, mais je pense aussi c'est prolonger la réflexion. Je considère ce que Tamim a fait comme étant un état des lieux, un bilan de ce qui existe déjà. Puis, il s'est concentré beaucoup sur le cas français. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais corroborer les tendances, ces tendances-là, en apportant aussi ce qui se passe du côté ici de l'Atlantique, mais aussi plus largement dans le contexte anglo-saxon. Alors ça va être la première chose que je vais faire assez rapidement. Puis à partir de là, pour ce qui reste, c'est ça la question que j'avais en tête. Qu'est-ce qui reste? Mais là, Tamim m'a beaucoup aidé avec ces 3 points en conclusion de sa présentation, c'est-à-dire le travail sur le paradigme, la discussion éthique, voilà. Puis, c'était surtout ces 2-là, sur les 3, qui ont retenu mon attention. Donc, je vais orienter mon propos vers ces 2 éléments-là. Donc, tout d'abord, je vais en premier lieu corroborer qu'effectivement, les écoles de gestion ont pris acte. Elles ont pris acte de ces différentes, moi je les appelle des pressions, parce que ce sont des pressions qui viennent de différents acteurs. Donc oui, des fois ça vient du gouvernement via différentes agences. Donc par exemple, en Angleterre, en Grande-Bretagne, en fait, ils ont le Research Evaluation Framework et le Teaching Evaluation Framework, qui sont des cadres d'évaluation de l'enseignement et de la recherche très mainstream, très classique, mais c'était aussi des voies d'entrée, des questions de l'impact social dans les universités. Donc, en réponse à ces cadres-là, les écoles de gestion, puis les universités aussi plus largement, ont répondu, ont rempli des cahiers de charges en incluant des indicateurs d'impact. Alors ça, c'est le côté gouvernemental. Ça passe aussi des fois via les bailleurs de fonds de la recherche. Ici, au Canada, par exemple, et le CRSH qui est au niveau fédéral et le FRQ qui est au niveau québécois. Demande maintenant qu'on démontre que l'on se soucie des questions d'EDI, équité, diversité, inclusion, éco-responsabilité aussi, impact social au sens large. Évidemment, il y a aussi les étudiants. Nous, on n'a pas le beau sondage comme celui de CGE et Ipsos. On aurait aimé avoir un sondage comme celui-là, mais on ne l'a pas. Mais tout de même sans ce genre de sondage, on peut sentir l'intérêt des étudiants pour une formation différente, une formation qui les prépare à la transition écologique et à toutes les transformations sociales, les questions de justice. Donc, il y a cet appétit-là chez les étudiants et à la fois, on associe souvent ce mouvement-là aux étudiants plus jeunes, les étudiants qui sont nés après les années 2000, mais nous aussi, on le remarque même chez les plus vieux et les plus vieilles, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui sont déjà cadres en entreprise, avec Corinne Gendron notamment et d'autres collègues, on enseigne au niveau des programmes de MBA pour cadres. Donc, on côtoie ces cadres d'entreprises publiques, privées, associatives. Beaucoup ont
fait carrière internationale et chez ceux et celles-là aussi, on remarque cet appétit pour ces compétences renouvelées-là. Donc, ça, c'est similaire, je pense, à ce que Tamim a remarqué du côté français. Puis, évidemment, je confirme tous les référentiels, l'accréditation, etc. On fait pression aussi et il y a donc cette adaptation, cette agilité que Tamim a bien qualifiée, que l'on observe dans les écoles de gestion. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à faire? Et surtout, il y a les deux questions que Tamim a soulevées qui sont, je pense, très à propos. Est-ce qu'on est toujours dans le même paradigme qui va faire en sorte que oui, il y a un effet de mimétisme, tout le monde embarque, mais qu'on va voir à long terme qu'on est toujours dans les mêmes présupposés et présupposés, ça génère des comportements par la suite et donc on refait les mêmes erreurs. Puis, il y a la question éthique aussi. Donc, peut-être pour enclencher cette réflexion. De toute façon, ce n'est pas nous qui l'enclenchons, ça a déjà été fait par d'autres aussi, mais c'est juste à titre de rappel. Ça vaut peut-être la peine de, je pense, rappeler quelques appels ou rappels très sévères faits par certains collègues dans l'écosystème des écoles de gestion, parce que malgré tout ce qu'on a fait jusqu'ici, en matière de formation de gestionnaires éthiques, responsables. Puis, on a parlé aussi, Tamim, on a parlé de l'implantation d'instituts, de centres de recherche. Nous, à l'UQAM, on a le groupe, la chaire initiée par Corinne Gendron, puis il y en a d'autres, ça fait des petits aussi. Il y en a d'autres aussi qui ont émergé plus tard, la chaire en transition écologique de René Audet, la chaire en décarbonation de Marc Purdon, puis il y a le grand centre de recherche en innovation sociale dirigé par notre collègue Sylvain Lefebvre aussi. Donc, malgré toutes ces initiatives, très belles initiatives qui siègent, qui trouvent leur dans l'espace, qui sont dans les espaces des écoles de gestion, il y a quand même encore des constats sévères. Hein. Alors, on connaît, je pense, tous le fameux appel de Martin Parker en 2018 de bulldozer les business schools parce que, ça ne produit toujours pas les savoirs attendus. Au contraire, les savoirs qu'on est en train de produire et de transférer sont dangereux. Plus récemment, Peter Fleming, qui est aussi quand même quelqu'un d'autorité dans la discipline de la gestion, il a sorti son ouvrage Dark Academia, How Universities Die. Alors, à partir de ce qu'il remarque dans les écoles de gestion, il a dit, ça ne va pas. Il a surtout parlé, en fait, aussi des conditions des enseignants-chercheurs à qui on demande beaucoup. On demande la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche, mais en plus, maintenant, on leur demande aussi de renouveler le curriculum et la recherche pour plus d'impact. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexion à partir de ces appels-là, mais de notre propre réflexion aussi sur le paradigme et l'éthique. Alors, moi, personnellement, j'ai réfléchi quand même beaucoup à ces questions-là ces dernières années et notamment dans une publication en 2022 dans Journal of Global Responsibility. En fait, j'ai articulé
j'ai rassemblé en fait les appels qui étaient exprimés, un genre de revue, et après j'ai articulé un peu qu'est-ce que ça demande comme réflexion au sein de notre communauté d'enseignants-chercheurs, mais ça interpelle aussi les doyens et les dirigeants d'universités et d'écoles de gestion. Avec Corinne, on avait aussi une réflexion similaire dans un article préalable dans International Journal of Management Education, et avec une autre équipe, Olivier Germain, Florence Palpacuer, Laurent Tasquin, Véronique Perret, donc des collègues européens. On a fait une réflexion similaire qui sortira bientôt comme numéro spécial dans la revue Management International. Donc, je rassemble tout ça pour dire que, en effet, ce qui reste peut-être, et ça touche la question de paradigme et d'éthique, c'est aussi de réfléchir à pour qui, par qui, et aussi la complémentarité entre processus et savoir produit. Et je vais partir de ce dernier point et après je retourne dans le pour qui et par qui. Alors, l'impact jusqu'ici, sans enlever le mérite de ce que les écoles et les collègues font déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après, l'impact jusqu'ici, je pense, et ceux qui m'ont précédé aussi, et les collègues qui travaillent avec moi, pensent, c'est qu'on se focalise beaucoup sur ce qui est produit, donc ce qui est à la fin du processus. Alors, par exemple, on entreprend des recherches en innovation sociale ou en gestion de la diversité ou en management environnemental. Et ce qu'on va surtout considérer comme impact, c'est, bon, les résultats de cette recherche-là, à qui on le transfère, à qui on les transfère. Habituellement, c'est via des articles scientifiques ou un ouvrage, donc s'il y a des collègues, à des doctorants, mais des fois aussi on fait l'effort de faire des conférences grand public, intervenir dans les organisations, etc. Donc l'impact est plus grand, mais il reste que on parle principalement de la fin du processus de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les outputs, les extraits de la recherche, mais aussi de tout ce qu'on a préparé en développement pédagogique. Et pour le moment, donc, on ne regarde pas trop qu'est-ce qui se passe pendant le processus de la recherche, du moment où on formule une problématique jusqu'à la publication, entre les deux. On n'évalue pas trop l'impact, alors qu'il se passe beaucoup de choses, notamment dans les centres de recherche, dans les instituts. On gère aussi des humains, on gère du budget. Il y a des interactions avec nos fameux répondants et répondantes. Actuellement, c'est très balisé au Canada, notamment quand on fait de la recherche autochtone. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de moyens encore ou d'indicateurs qui nous permettent de dire on a fait correctement notre processus de recherche et on a été correct, éthique envers nos répondants. Oui, il y a l'approbation éthique qui nous est donnée avant d'entreprendre une recherche, mais au-delà de cela, donc, dans ce qu'on appelle impact, on ne touche pas trop au processus même. Comme j'ai dit, même à partir de la problématique, je pense qu'il y a un questionnement à faire, une introspection à faire aussi au sein de la communauté d'enseignants-chercheurs, surtout dans la discipline de la gestion. Voilà, est-ce que ma question, par exemple, elle a été formulée vraiment de manière à apporter quelque chose à l'intérêt collectif, à l'intérêt général, etc. Voilà, donc ça c'est l'impact qu'on devrait regarder davantage sur le processus, l'impact du processus versus seulement l'impact de la production même, de ce qui est produit à la fin du pipeline. Ensuite, le pour qui et le par qui,
En effet, hein, et encore une fois, c'est très louable, on a fait ces dernières années des recherches qui s'adressent à des gestionnaires qui veulent changer le monde, qui veulent améliorer les conditions de leurs travailleurs, qui veulent développer des partenariats durables avec différentes industries qui se verdissent, etc. Alors, encore une fois, on est à la fin du processus, mais on peut aussi se questionner sur la construction même de ces savoirs verdis ou de ces savoirs devenus éthiques dans le processus de production même. Est-ce qu'on était assez inclusif? Alors, on parle beaucoup, moi je m'inspire beaucoup maintenant du mouvement le fameux Decolonizing the Business Schools. Donc, il y a des collègues comme Bobby Banerjee, ça c'est du côté anglophone, du côté lusophone, c'est Alex Faria. Du côté anglophone, mais touchant un peu plus d'Asie, il y a Oscar Zangpan, il y a Sad Vidar qui est en Grande-Bretagne, mais qui fait le pont aussi avec l'Asie. Alors, ces collègues-là sont très sévères. Ils nous disent nos écoles, pour le moment, ne sont pas inclusives des savoirs autres. Hein. Nos écoles sont racistes. Ça, c'est le fameux article de Sad Vidar et collègues en 2021-22, je ne me souviens pas exactement. Nos salles de classe sont racistes, ne sont pas assez inclusives de la diversité. Donc, tout ça, je pense, fait partie du reste de la réflexion qu'on doit faire et dès maintenant. Et heureusement qu'il y a des mouvements qui nous poussent à cela. Alors, du côté américain, BLM, hein, c'est rentré dans les universités aussi et ailleurs. Ces questions-là se posent. Donc, à quel point on peut être davantage inclusive des autres savoirs, parce que quand on parle de décoloniser le savoir, c'est notamment d'accepter que les savoirs autochtones sont aussi des connaissances qui méritent d'être considérées dans nos recherches, etc., etc. Hein, je ne veux pas être trop longue, puis c'est quelque chose sur lequel je peux parler beaucoup, mais je pense que ça s'attaque directement aux questions ontologiques et épistémologiques qui font paradigme. Donc, et éthique aussi, hein, parce que exclusion, inclusion, ça nous rappelle tout ce qui concerne les justices. Alors, on parle beaucoup de justice environnementale, de justice sociale, mais il y a aussi la justice épistémique. Donc, je pense qu'on en est là actuellement. Heureusement qu'il y a du monde et des mouvements qui nous poussent à aller plus loin. Et moi, je reste optimiste. C'est pour ça que je suis là. Parce que si les écoles de gestion continuent à être ouvertes et à être ouvertes et surtout à s'adapter comme elles ont toujours fait. Et puis maintenant, elles s'ouvrent aussi à la multidisciplinarité. Je pense que on peut aller de l'avant. Et peut-être finalement, en conclusion, mais qui ne récapitule pas, mais c'est vraiment autre chose, mais qui complète, c'est, je pense qu'il y a aussi du travail politique à faire de notre part, hein, enseignants-chercheurs, doyens. Où est-ce qu'on construit les savoirs? Où est-ce qu'on discrimine les savoirs? C'est aussi via les revues, c'est aussi via les événements académiques. Donc, il faut aussi investir ces lieux-là. Ouais, ça nous rajoute des tâches, évidemment, là, se mettre à devenir éditeur, éditrice de revues, puis se faire élire dans les associations savantes et tout ça. Mais je pense que c'est là aussi qu'il y a du travail politique à faire, parce que sans le travail politique, on agit chacun de notre côté, on fait de notre mieux, mais c'est le burn-out à la fin. Donc, voilà. Mais je ne suis pas pessimiste. Hein. Ouais, ben, merci beaucoup. Je suis très ravi de cet échange et puis pour le coup de la mise en perspective
un peu plus large. Et puis, c'est bien de l'avoir, je pense, remis en perspective par rapport au courant de pensée un peu révélateur de ce dont on manque ou qu'on ne fait pas assez ou qu'on n'est pas capable mentalement de faire assez, hein, qui nous perturbent. Alors, avec peut-être quelquefois leurs excès, hein, évidemment, mais probablement qui ont besoin de percuter. Et moi, ce qui m'a intéressé et ce que je retiens aussi comme élément de méthode, c'est peut-être les 2 ou 3 dimensions suivantes, donc qui sont un peu une invitation aussi à notre collectivité à travailler sur la suite, parce que je pense qu'on a aujourd'hui, comment dire, on est capable de conceptualiser le chemin qu'il nous reste à faire, ce qui est déjà une bonne chose. On est capable de se rendre compte que ça n'est pas inéluctable, même si tout ce qu'on a détruit, on l'a relativement détruit. Enfin, en 2 siècles, à l'échelle de la Terre, on s'est bien débrouillé. Enfin, il ne nous a pas fallu si longtemps que ça. Bon, mais ce qui me paraît, donc on a idée du chemin. Je pense qu'il y a 2 choses sur lesquelles on a un enjeu majeur. C'est celui un peu le côté course contre la montre, c'est-à-dire qu'on a un défi d'une urgence absolue et un peu comme dans le domaine du jardinage, les mauvaises herbes se cultivent quand même beaucoup plus facilement que les belles roses et nécessitent moins d'entretien. On est dans un combat assez inégal quand même en raison de cela. Le 3e facteur qui rend les choses, qui donne leur dimension un peu incommensurable aux choses, c'est aussi les échelles d'aujourd'hui. Enfin, moi, quand je suis né ou quand j'ai eu conscience d'être né, on était 4 milliards d'individus. On en est 8. Et tout cela donne effectivement, enfin, chaque problème, une fois qu'il est posé, dans la seconde d'après, il est par construction beaucoup plus complexe et beaucoup plus monumental qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reproduit des schémas établis dont on sait qu'ils sont contre-productifs, on sait qu'ils sont en train de se déployer à vitesse grand V. Voilà. Donc, on a une espèce de… Et donc, par rapport à ça, moi, ce que j'ai bien apprécié dans ce que vous avez évoqué, c'est 3 points que je vais essayer de reprendre, mais plus sous un régime d'interrogation ou 4 points. Le premier, peut-être que nous avons une responsabilité un peu plus large, nous, dans le domaine de l'enseignement supérieur, de faire peut-être l'objet d'un peu plus de courage, c'est-à-dire à un moment ou à un autre de se dire il y a des points d'inflexion qui ne se feront pas tout seuls. Et après tout, en tant qu'intellectuel, on va le dire un peu pompeusement, on a aussi vocation à reprendre nos droits et à dire notre conception du chemin qu'il faut parcourir. Par opposition, j'allais dire, à une vision un peu technocratique de notre métier, c'est-à-dire la recherche sait ce qu'elle a à dire, en tant qu'enseignant, on veut bien que nos étudiants soient plus citoyens, et peut-être qu'on a intérêt aussi à être un peu plus courageux vis-à-vis de nos jeunes eux-mêmes, dont une forme d'ambivalence, on ne va pas se leurrer, on a nos jeunes, on a des jeunes, nous, quelquefois à la maison, donc on sait comment. Donc, il y a avoir des aspirations très fortes à un changement monumental, mais une capacité à renoncer à l'existant ou à la manière de conduire les activités de l'homme qui est relativement faible. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail peut-être sur le courage et le courage collectif. Il y a un travail peut-être, me semble-t-il, plus fort à mener sur l'interdisciplinarité. C'est vrai, on parlait de l'éthique, on parle du rôle peut-être de la philosophie, on parle du rôle aussi peut-être de la gouvernance. On a un peu perdu de vue ces questions liées aux relations internationales. Enfin, il y a des grands changements à un moment ou à un autre qui exigent du micro et du macro, et je ne suis pas toujours sûr qu'on soit capable de faire le macro au moment où il faut, et probablement qu'il faut qu'on soit capable de travailler un peu plus. Je ne sais pas, est-ce que nous, collectivement, il faut qu'on interpelle notre monde d'une certaine manière. Est-ce qu'on a les canaux pour le faire? Pas forcément, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, la dernière chose qui me paraît intéressante aussi, c'est peut-être un peu questionner certains concepts un peu mythiques. Donc, par exemple, j'en vois un, la notion de création de richesse. Est-ce qu'on a vraiment redit ce qu'on considère être de la création de la richesse? Est-ce que justement la capacité des sociétés à être inclusive, est-ce que ce n'est pas une forme de richesse? Est-ce que ce n'est pas des risques dont on se protégerait finalement en étant capable de construire cette logique à la fois de différence et d'inclusion? On sait que la différence, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer. Bref, en tous les cas, il me semble en tous les cas que sur ce registre-là, de la création un peu des concepts, donc peut-être aller travailler un peu plus, de manière plus approfondie sur l'épistémologie, effectivement,
nous amènerait peut-être des choses, voilà. Et donc, tout ça pour dire, voilà, tout ça nous amènerait probablement à sortir des dispositifs existants d'exégèse. Je pense qu'il y a un moment une espèce de macro-exégèse et on n'entend pas toujours, hein, on va dire, le milieu intellectuel fortement sur ces sujets. À nous peut-être de créer des arènes nouvelles qui ne sont pas exactement celles de la recherche au sens traditionnel. Je ne suis pas sûr, par exemple, aujourd'hui qu'une revue, alors certaines d'entre elles ont l'esprit plus large, ont l'esprit plus conceptuel, ont l'esprit plus ouvert sur d'autres disciplines. Bon, Corinne est bien placée aussi pour savoir que les interactions entre la sociologie et le management n'ont pas dit encore tout ce qu'elles pouvaient dire. Hein, et aujourd'hui, il est difficile aussi pour nous de former des citoyens qui soient différents finalement des cadres qu'on va former. C'est-à-dire le cadre, c'est le même homme ou c'est la même femme. Donc, au bout d'un moment, il est difficile de ne voir que la partie, j'allais dire, professionnelle. Voilà. Et il me semble qu'on a peut-être intérêt nous-mêmes à poser ces questions-là sous cet angle-là. Et je trouve que votre réaction, moi, m'a fait amener peut-être à déplacer les angles de vue habituels avec lesquels on peut trouver, j'allais dire, des dispositifs qui aident au chemin qu'on entrevoit. Voilà. Bon, maintenant, il est vrai que le monde académique et le monde institutionnel est un monde aussi qui est construit sur des catégories déjà établies, sur un mode de fonctionnement, allez, on ne va pas dire protocolaire en soi, mais en tout cas qui a été construit. On a quand même traversé de longues années où les champs disciplinaires se sont aussi aiguisés avec des paradigmes, des successions de paradigmes très, très précis hein, dans les différentes disciplines. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit doté effectivement des arènes ou des modes de pensée capables de mener ce raisonnement monumental à l'échelle où il doit être mené, parce que je pense qu'on est nous-mêmes un peu enfermés par nos processus et nos catégories de raisonnement. Et je pense que le dernier déclic qu'il nous faut, c'est d'être capable de faire celui-ci et d'embarquer nos parties prenantes dans ce raisonnement-là. Demain, ça voudrait dire peut-être que nos entreprises réalisent qu'on ne doit pas simplement travailler à leur donner des cadres qui les rendent, j'allais dire, plus compétitifs, mais qu'on est aussi fondé à essayer de discuter avec eux le monde économique dont on voudrait demain. Voilà, mes réactions à chaud. Merci en tous les cas pour l'interaction. Faut pas, en effet, je suis totalement d'accord et là, je boucle en effet, comme le précise Corinne. En fait, nous, notre problème, des écoles de gestion. Pour nous, moi personnellement, j'ai été formée en gestion seulement. Donc, je connais aussi mes limites, mais en étant occidentaux aussi, hein, ça rajoute aux limites. On a été habitués, on revient au paradigme là, à de la dichotomie. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai dit un peu plus tôt, des fois, il y a des savoirs qu'on ne considère pas comme étant des connaissances légitimes. Donc, on a dichotomisé connaissances formelles versus ce qui pourrait être acquise différemment. Puis, on va trouver aussi cette dichotomie-là entre comment on dit ça professeurs, chercheurs, hein? On a créé des catégories de professeurs, hein? Des stars chercheurs versus des enseignants. Quelle autre dichotomie je trouve aussi limitative? Oui, soit on est surfocalisé sur le micro et on a tout oublié le macro ou l'inverse, que ce soit dans notre façon d'évaluer les enjeux ou dans notre façon d'apporter, de proposer des alternatives, des solutions. Puis, mais ça, heureusement, d'après Tamim, en quelque sorte, les écoles de gestion françaises ont su jongler entre les deux. Soit on est hyper compétitive,
Et puis, on va essayer de faire rentrer dans cette logique hyper compétitive les questions de RSE et de DD et d'impact social et de transition. Soit on est de l'autre côté, hein, totalement, où oui, on s'inspire beaucoup d'autres disciplines, d'autres savoirs, puis on développe beaucoup d'alternatives, mais on ne côtoie pas le milieu des affaires, parce que ça existe aussi chez certains acteurs académiques. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi dépasser la dichotomie, ces différentes dichotomies-là, puis une dernière dichotomie, c'est la langue, hein, anglais-français, où on positionne toujours l'anglais comme étant hégémonique, ce qui est vrai. Hein, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais des fois, on pense qu'en faisant de la recherche en français ou en espagnol ou en portugais, on pense qu'on a éliminé toutes les opportunités d'exclusion. C'est peut-être mal dit quand je dis opportunité, les risques d'exclusion, alors qu'il arrive qu'on fait beaucoup de recherches en français, mais on demeure avec le même paradigme qui exclut beaucoup de demandes, beaucoup de savoirs, beaucoup de populations. Donc, et alors qu'en anglais, il se passe aussi des choses, il y a des alertes, hein, il y a des appels à l'ordre dont il faut être conscient, parce que là aussi, souvent, c'est pas seulement des États-Uniens ou des Britanniques, il y a la plupart du temps des membres de la diaspora africaine, indienne qui participent, et puis latino-américaine qui participent à la littérature en anglais. Donc, c'est là que je dis, des fois, la dichotomie aussi, il faut la dépasser à différents niveaux. Alors, je termine là. J'espère que c'était un beau mot de la fin, là, et que j'espère que Tamim serait d'accord sur cette invitation à dépasser les dichotomies. Je rejoins cet appel à la nuance, moi me va bien. Oui. Voilà. Et je vous propose qu'on exerce notre droit d'inventaire et que dans un an, on se livre au même exercice en mesurant les avancées de nos propositions et de nos débats auxquels j'ai pris grand plaisir.